Bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire, dans ce webinaire du Bureau du scientifique en chef du Québec, rattaché au Fonds de recherche du Québec. Alors, c'est un webinaire qu'on veut interactif, hein. On a limité les inscriptions à 100 personnes exprès parce qu'on veut pouvoir éventuellement même voir votre visage, entendre votre voix si possible. On vous encourage à le faire. Là, je vais donner quelques éléments techniques là, que vous connaissez déjà certainement. Merci de garder vos micros fermés juste pendant les interventions des panélistes ou des autres personnes qui parlent. Et puis ensuite, n'hésitez pas à lever votre main virtuelle ou à prendre la parole ou commenter là dans la fonction clavardage. Aussi, c'est une activité qui va être enregistrée pour rediffusion intégrale sur notre chaîne YouTube du FRQ et notre site web des scientifiques en chef. Donc, si éventuellement il y a des personnes qui veulent pas figurer sur la vidéo, ben, elles pourraient éteindre leur caméra. Mais les autres, on veut vous entendre et on voudrait éventuellement même vous voir. Alors, rapidement aussi, cette activité-là est dans le cadre du Forum Sciences et Politiques du Québec, qui est une communauté de pratique hein, qui se base, hein, qui est partie du Bureau du scientifique en chef du Québec, qui comprend maintenant 2000 membres. Bon, j'en suis l'animatrice et on propose des webinaires comme ceci aujourd'hui, mais aussi des occasions de formation, des programmes aussi qu'on a montés hein, pour vraiment animer cette interface-là entre le milieu scientifique et les politiques publiques, différents articles, etc. Alors, je vous invite à vous abonner à l'infolette. Je crois qu'on a mis le lien dans la fonction clavardage. Vous pourrez vous abonner, c'est gratuit. Vous avez juste à vous abonner à l'infolette, puis on vous considère comme faisant partie du club, tout simplement. Alors aujourd'hui, on va vous présenter les résultats d'une étude sur les mécanismes à l'interface entre les sciences et les politiques publiques. On va vous présenter une première interprétation, évidemment, mais on voudrait aussi peut-être co-interpréter ce résultat avec vous parce que plusieurs d'entre vous, ben, vous avez les deux mains dedans. Il y en a une bonne partie qui vous faites partie en fait du Forum Sciences et Politiques du Québec, donc on veut vous entendre aussi sur vos réactions par rapport à cette étude-là. Mhm. Et pour sans plus tarder là pour commencer mettre la table un peu sur cette étude, je donnerai la parole à Rémi Quirion, notre scientifique en chef du Québec. Merci Julie. Bienvenue à tous et toutes. Et merci en particulier à Mélodie et Stéphane qui vont nous présenter les résultats de la phase 1 de l'étude. Euh, Quand même, pas être prétentieux, mais presque un moment historique, si on veut, là. Hein, ça fait 25 ans qu'il n'y a pas Ouais. eu d'études de ce type-là qui ont été faites au niveau du gouvernement du Québec. C'est de voir un peu à l'intérieur des organisations, des ministères, en termes de lien avec la science, avec les chercheurs, la façon dont vous utilisez les données probantes, les données scientifiques, comment c'est analysé tout ça. Est-ce que vous faites de la veille? Est-ce que vous faites même éventuellement de la prospective? Donc, tout un genre de questions qu'on regarde et on aimerait voir comment, suite à phase 1 et phase 2, ça va permettre d'améliorer ces liens-là au niveau du gouvernement du Québec entre les équipes de sciences, de recherche et les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires et même, je dirais, les élus. Peut-être certains d'entre vous avaient participé au comité sciences et politiques, là, Julie l'a mentionné un peu, ou à certains des ateliers qu'on a eus au cours des dernières années. Partenariat très étroit avec le ministère du Conseil exécutif et le secrétariat du Conseil du Trésor. Donc, on travaille très étroitement avec ces équipes-là et on les remercie beaucoup. Donc, nous, on est très, très stimulés, encouragés, on veut faire davantage et on a besoin de vos commentaires, de vos suggestions pour qu'en bout de ligne, tout ça soit vraiment utile pour chacun, chacune d'entre vous. Donc, sans plus tarder, je passerai la parole à Mélodie et à Stéphane de l'ENAM. Et merci beaucoup. Merci, Rémi Quirion. Merci aussi à notre complice à Mélodie et moi, Génie de Winner, pour sa collaboration extrêmement précieuse depuis le début de la recherche. Donc, comme on vous disait il y a une seconde, ça fait presque 25 ans qu'une étude comme celle-là n'avait pas été réalisée au Québec. Donc, 25 ans, les historiens disent c'est une génération, c'est énorme. Et c'est très important, on voit ce qui se passe aux États-Unis et dans la littérature sur la confiance envers les institutions, un des facteurs qui prédit le mieux la montée des partis populistes, c'est le manque de confiance dans la livraison des services publics par l'État, le manque de confiance envers le Parlement et envers les partis politiques. Donc, de développer une meilleure connaissance de l'utilisation
des pratiques porteuses en matière d'utilisation de la science face à l'État, c'est extrêmement, extrêmement important. Donc, comme le démontre la présentation PowerPoint qui vient d'être partagée, la recherche fondamentale vise à faire connaître les processus et favoriser la prise de décision éclairée au sein du gouvernement du Québec par des résultats probants et à améliorer les interactions entre le milieu de la science et les administrations publiques ou les différents ministères du gouvernement du Québec. C'est une occasion précieuse qui nous est donnée d'optimiser ou de favoriser l'optimisation des pratiques et de s'assurer d'une gouvernance au Québec fondée sur les connaissances pertinentes, les données probantes. Donc, notre question fondamentale qui nous gouverne pour les trois volets de l'étude, c'est comment mobilisons-nous au Québec les résultats probants pour la prise de décision dans les différents ministères et du gouvernement du Québec. Et l'étude se décline en trois grands volets qui sont tous complémentaires. Et l'objet de la présentation aujourd'hui est justement de vous présenter les principales conclusions de notre première étude. Donc, cette étude dont il est question aujourd'hui, l'objectif était d'établir un état des lieux, des mécanismes qui sont en place dans les 23 ministères du gouvernement du Québec ainsi qu'au Conseil du Trésor pour favoriser l'utilisation de résultats probants dans la prise de décision gouvernementale. Il vise également à identifier les éléments contextuels qui peuvent en faciliter ou en entraver l'application. Qu'est-ce qui favorise une meilleure décision? Qu'est-ce qui rend plus difficile? Les résultats de ce premier volet ont permis de cibler dans les ministères les directions concernées pour la suite de l'étude, pour le volet 2 qui est en train de se faire au moment où on se parle. Pas plus tard que ce matin, je faisais une entrevue semi-dirigée sur cette question. Donc, le deuxième volet, qui est en production, donc approfondit, documente les différents mécanismes qui ont été identifiés dans le volet 1 comme étant les plus importants ou les plus performants dans les différents ministères, afin de favoriser une compréhension ou une meilleure connaissance des mécanismes et de comprendre leur impact sur le processus décisionnel. Finalement, le troisième volet qui est en processus de réflexion. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, là, écrivez-nous pour nous donner vos observations, parce qu'on est en train de développer la méthodologie du volet numéro 3, qui vise à mieux comprendre la place des résultats probants dans la prise de décision de politique publique au Québec, en s'intéressant spécifiquement à l'interface politico-administrative, donc comment les pratiques dans les différents cabinets ministériels et au bureau du premier ministre se sont développées, comment les gens dans les cabinets voient les décisions issues de résultats probants dans leur processus décisionnel. Donc, l'objectif, c'est de mieux comprendre comment les décisions informées par les résultats probants sont produites, synthétisées, appropriées, prises en compte ou ignorées par les décideurs politiques. Nos recherches adoptent, vous l'avez compris depuis le début, le concept de décision informée par les résultats probants et non pas seulement les connaissances scientifiques. C'est un choix volontaire pour deux raisons. La première raison, c'est que évidemment, je ne peux pas me faire autrement que citer des auteurs, mais dans des recherches de Howlett et Bernier notamment, dans des sondages qui ont été faits auprès de l'administration publique québécoise, les fonctionnaires ou les administrateurs publics n'utilisent pas eux-mêmes l'expression connaissance scientifique. Et donc, on avait peur qu'ils réduisent la connaissance scientifique comme quelque chose de produit dans les universités, alors que les fonctionnaires peuvent produire des connaissances scientifiques, mais plus que ça, il y a des mécanismes qui visent à produire de l'information importante comme par exemple la veille stratégique, la prospective, l'évaluation de programme ou l'audit, qui sont nécessaires pour donner justement favoriser une décision informée par les résultats probants et non pas seulement la connaissance scientifique. Donc, cette étude s'appuie sur les résultats, comme on vous disait tout à l'heure, d'un vaste sondage en collaboration avec des consultations qui ont été faites avec un comité aviseur ou un comité de pertinence. Les 5 mécanismes qui ont été ou ciblés ou identifiés par les sondages et le comité sont les 5 suivants. Donc, la veille, la prospective et l'intelligence d'affaires, qui sont souvent regroupés sous la même sous-ministériat dans différents ministères. Il y a l'évaluation de programme, il y a l'audit, il y a la recherche scientifique, qui peut être la recherche scientifique partenariale, notamment les actions concertées, et il y a les mécanismes de conseil scientifique, qui sont des mécanismes émergents. Ces outils
Ces mécanismes jouent un rôle clé dans l'appui de la prise de décision dans les différents ministères, tel qu'on a pu le mesurer par notre étude. Donc, une note de méthodologie pour comprendre comment on est arrivé à développer les résultats de la recherche qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, on a fait deux sondages qui se sont adressés à des gestionnaires de niveau 4 et plus, et jusqu'aux titulaires d'emplois supérieurs dans les 23 ministères, incluant le Conseil du Trésor du gouvernement du Québec. Dans la version longue, on ciblait les gestionnaires qui possédaient une expertise précise ou spécifique ou reconnue des différents mécanismes que je viens de vous nommer, alors que la version courte est adressée à l'ensemble des gestionnaires. Pour les gestionnaires, disons, spécialistes du questionnaire long, on a identifié 81 gestionnaires dans 21 ministères. Il y en a 80 qui ont répondu de façon suffisamment complète pour qu'on puisse considérer leurs réponses dans l'analyse. Pour la version courte, nous avions un bassin, je résume, à 2500 personnes environ, et à peu près 25 de ces personnes ont répondu au questionnaire. Donc, au total, on a pratiquement 700 personnes qui ont répondu soit au questionnaire détaillé ou au questionnaire court pour faire l'étude aujourd'hui. Et c'est les résultats de ces deux questionnaires synthétisés ensemble qui sont le fruit de la présentation du constat en fait que ma collègue Mélodie Briand-Lamarche va vous présenter à l'instant. Donc, merci Stéphane. On commence par les constats, puis ensuite, je vous présenterai les résultats qui viennent appuyer, nourrir ces constats. Donc, on vous vole le punch en premier, puis ensuite, on approfondit notre propos. Vous m'excuserez, mon ordinateur prend parfois un peu de temps à réagir dans le changement de diapo. Comme en ce moment, j'essaie de passer à la prochaine diapo et ça ne fonctionne pas. Donc, en attendant que j'y arrive, vous dire qu'il y a deux grandes catégories de constats. Donc, les constats qui sont liés aux mécanismes eux-mêmes et les constats qui sont liés au contexte qui favorise la mise en œuvre des mécanismes. Donc, je vais arrêter mon partage un petit instant pour vous le repartager de nouveau en espérant que cette fois-ci, PowerPoint soit un peu plus collaboratif. Donc, je partage de nouveau. Voici, je vous le mets en plein écran et j'espère que cette fois-ci, ça fonctionne. Voilà. Donc, je disais deux grandes catégories de constats. Donc, première catégorie de constats, ce sont les constats sur les mécanismes eux-mêmes. Donc, vous avez quelques constats ici dont il n'est pas fait mention. On vous garde quelques éléments d'approfondissement si vous voulez aller prendre connaissance du rapport. Mais essentiellement, vous avez les principaux constats sur les mécanismes ici. Donc, un constat qui nous indique que l'audit et l'évaluation de programme sont les mécanismes, parmi les 5 mécanismes étudiés, les 2 mécanismes qui sont les plus reconnus. La veille stratégique et prospective, là, quand je le nomme comme ça, on dirait que c'est 2 mécanismes, mais on parle ici d'un seul et même mécanisme, veille stratégique et prospective, est un mécanisme qui est, lui, plus polyvalent et plein de potentiel. Alors, vous allez voir tout à l'heure dans les résultats qu'est-ce qu'on veut dire par polyvalent et plein de potentiel. Le conseil scientifique apparaît être un mécanisme émergent, donc en montée, en croissance. Et par ailleurs, un constat qui nous indique que le positionnement organisationnel de ces 5 mécanismes qu'on a étudiés est à mieux comprendre. Donc, vous allez voir tout à l'heure, on a un beau visuel qui nous indique comment le positionnement dans les organisations de ces 5 mécanismes est très, très, très variable. Donc, il sera intéressant dans le volet 2 de mieux comprendre comment ce positionnement influence le déploiement des mécanismes et éventuellement leurs impacts. Concernant donc le contexte, les constats sur le contexte, alors un premier constat qui nous indique que les besoins en matière de résultats probants pour informer la prise de décision dans les ministères ne sont pas suffisamment explicites. Que la mutualisation, donc mutualisation des ressources, que ce soit les expertises, les ressources financières, donc la mutualisation des ressources serait perçue comme
le premier cheval de bataille pour renforcer ou favoriser l'utilisation des résultats probants dans les ministères. Et finalement, un constat à savoir que les chercheurs sont des partenaires de choix dans l'utilisation des résultats probants dans la prise de décision, mais plus souvent sur une base ponctuelle, donc à travers des mécanismes de partenariat qui sont de courte durée et qui viennent répondre à des besoins spécifiques et avec un accès aux données parfois difficiles. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et regarder les résultats, évidemment. Hein, ce sont quelques résultats en bref, en rafale. Pour approfondir le tout, encore une fois, je vous attire vers la consultation du rapport où tout ça est beaucoup plus détaillé. Donc, on rentre dans le vif du sujet en regardant les résultats concernant la mise en œuvre et l'impact des mécanismes. Donc, dans les deux sondages, on demandait à nos répondants quelle était leur perception de l'impact du soutien et de la valorisation et finalement des ressources octroyées à l'utilisation des résultats probants dans la prise de décision au sein de leur ministère. Et ce que vous voyez ici, ce sont les répondants qui nous ont indiqué, qui ont donné sur une échelle de 0 à 10, 8 ou plus. Donc, leur perception était très favorable quant à l'impact, le soutien et la valorisation et les ressources octroyées aux différents mécanismes au sein de leur ministère. Donc, si on regarde rapidement ce que tout ça nous dit, vous avez l'évaluation de programme et l'audit qui sont dans des teintes de turquoise. Donc, on remarque que tant au niveau de l'impact, le soutien et la valorisation et les ressources, l'audit et l'évaluation de programme sont, j'ai envie de dire, les deux grands gagnants dans nos 5 mécanismes. L'idée n'était pas de mettre les 5 mécanismes en compétition, mais ça vient appuyer le constat de tout à l'heure, à savoir que l'audit et l'évaluation de programme seraient les mécanismes les plus reconnus pour soutenir l'utilisation des résultats probants. On remarque concernant la veille et prospective, qui est comme dans une espèce de petit beige, que c'est un mécanisme dont les impacts sont perçus comme étant quand même assez présents hein, dans les ministères. On a un bon nombre de répondants qui nous ont indiqué sur 8 ou plus l'impact de ce mécanisme-là. Par contre, au niveau du soutien, de la valorisation et des ressources, la veille et les prospectives se positionnent moins bien. Donc, intéressant de voir que c'est un mécanisme qui a un fort impact perçu pour peut-être moins de soutien et moins de ressources. Au niveau de la recherche et du conseil scientifique, ils sont donc en fin de peloton de mécanismes, d'où notre constat de tout à l'heure, à savoir que c'est davantage émergent et ponctuel comme mécanisme. Donc, si on poursuit, pour aller vers notre cartographie du positionnement. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une espèce de clin d'œil, de visuel qui vient résumer comment sont positionnés les 5 mécanismes dans les ministères de notre fonction publique. Donc, ce que vous voyez sur la première ligne, les ronds qui sont d'une seule couleur, c'est lorsque un mécanisme est seul dans sa direction, donc qu'il n'est pas couplé à un autre de nos mécanismes au sein d'une direction. Donc, vous voyez que, par exemple, la veille, toujours dans ce petit beige, n'est jamais seule au sein d'une même direction. Donc, tout à l'heure, on avait un constat qui disait que la veille était un mécanisme plein de potentiel et polyvalent. C'est ce qu'on entendait par polyvalent. La veille est toujours couplée à un autre mécanisme dans sa direction. On a l'intelligence d'affaires ici qui, au début de l'étude, était étudiée comme faisant partie de la veille et de la prospective. On a fait évoluer notre façon de traiter l'intelligence d'affaires parce qu'on a compris que selon les ministères, ça pouvait être un mécanisme très, très près de la veille et de la prospective ou très, très loin. Donc, c'est un élément qui a évolué dans notre pensée au fil de l'étude. L'évaluation de programme et l'audit sont donc respectivement dans 5 et 15 ministères seuls dans leur direction. Donc, on voit que l'audit a le plus gros cercle. C'est donc le mécanisme qui se retrouve le plus souvent seul dans une direction, ce qui est quand même
Pas surprenant, j'ai envie de dire, puisque les directives du Conseil du Trésor sont assez précises sur où l'audit doit se trouver dans un organigramme au sein d'un ministère. Et finalement, la recherche avec donc seulement dans deux ministères, la recherche est seule dans sa direction. Donc, plus souvent, elle se trouve, elle aussi, couplée avec un autre mécanisme. Quels sont les couples les plus fréquents? Ben, c'est la recherche et la veille, ainsi que l'évaluation de programme et l'audit. Hein, donc, on les voit ça sur la deuxième ligne avec les petits ronds qui sont de deux couleurs. Donc, dans 8 ministères, on a la veille et la recherche ensemble. Dans 6, l'audit et l'évaluation de programme. Et finalement, si on descend très rapidement, vous avez les petits cercles à 3 et à 4 couleurs. Je vais passer rapidement simplement pour dire que, donc, dans 2 ministères, on a tous nos mécanismes, tous les mécanismes qu'on a étudiés, sauf le conseil scientifique. Hein, vous le voyez, le conseil scientifique n'est pas dans ce visuel-là parce que c'était un mécanisme plus difficile à localiser dans les ministères, donc on a traité le conseil scientifique autrement. Mais on voit que dans 2 ministères, on a donc 4 mécanismes qui se retrouvent au sein d'une même direction. Euh, donc, c'est intéressant de voir que parfois, les mécanismes sont séparés, d'autres fois, ils sont ensemble. On pense que le volet 2 nous permettra d'approfondir qu'est-ce que ça change que des mécanismes soient séparés ou ensemble autour d'une même direction. Donc, je poursuis avec maintenant les résultats qui concernent, qui sont liés à nos constats sur le contexte. Donc, qu'est-ce qui vient influencer le contexte de nos mécanismes? Donc, un premier élément sur les types de partenariats ou la fréquence des partenariats. Donc, ici, on est sur le mécanisme de la recherche scientifique et ce que nous dit ce graphique, si vous voulez bien le comprendre en un coup d'œil, vous avez 3 dégradés de couleurs. Donc, j'attire votre regard vers les dégradés plutôt en turquoise qui sont les répondants qui nous ont indiqué 8, 9 ou 10 à la question sur ces mécanismes, quel est le niveau de fréquence d'utilisation du mécanisme au sein de votre ministère. Donc, dans les petites têtes de beige, vous avez on n'utilise jamais ce mécanisme-là dans mon ministère ou on l'utilise très peu fréquemment avec 2 ou 3. Dans les dégradés de jaune, vous avez, on l'utilise de temps en temps, mais pas si souvent. Donc, les répondants qui nous ont répondu 4, 5, 6 ou 7. Et dans les dégradés de turquoise, vous avez les réponses du type on utilise très, très fréquemment ou on continue ces mécanismes-là. Donc, si vous y allez d'un coup d'œil très rapide, vous voyez que dans les dégradés de turquoise, le mécanisme qui est, ou le type de partenariat qui est le plus souvent, le plus fréquent, c'est donc les partenariats avec les chercheurs ou les chaires ou les instituts de recherche. D'où le constat, à savoir que les chercheurs sont des partenaires privilégiés, donc plus, par exemple, que les think tanks, que les firmes privées, les consultants, etc. On poursuit avec 3 grands éléments auxquels on s'est intéressé concernant le contexte lié à nos mécanismes, le niveau de compétence au sein des ministères, les besoins et l'accès aux données. Donc, sur les compétences, notre premier volet de l'étude nous permet de voir que 45 à 50 de nos répondants sont très positifs. Donc, quand on dit positif, encore une fois, c'est qu'ils nous ont répondu là, sur notre échelle de réponse 8, 9 ou 10 quand on leur demandait leur perception sur le niveau de compétence des personnes dans leur ministère dont le rôle requiert qu'ils soient compétents en matière d'utilisation des résultats probants pour la prise de décision. Donc, 45 à 50 de nos répondants nous disent qu'ils sont confiants sur le niveau de compétence à cet égard-là au sein de leur ministère. Concernant les besoins, donc, est-ce que les besoins en matière de résultats probants pour éclairer la prise de décision sont explicites? Est-ce que les documents structurants du ministère explicitent clairement de quels résultats probants on aurait besoin au sein de notre ministère pour éclairer la prise de décision?
on a 51% de nos répondants qui estiment qu'effectivement, les besoins sont explicites dans les documents structurants de leur ministère. Cela dit, quand on creuse un peu et qu'on analyse les résultats plutôt que de façon globale par ministère, on se rend compte qu'il n'y a que dans 8 ministères où au moins un des répondants peut nommer explicitement dans quel document structurant de l'organisation on fait référence à des besoins en matière de résultats probants. Donc ici, il y a comme deux compréhensions, deux indicateurs différents quant aux besoins. Et finalement, accès aux données. Ce qu'on remarque à cet égard-là, c'est que 40 à 45 de nos répondants sont très positifs quant à la possibilité pour les personnes au sein d'un ministère d'avoir accès aux données pour éclairer la prise de décision. Donc, bon, 40 à 45 ça prête à interprétation. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Mais j'ai envie de dire, c'est certainement meilleur que l'accès pour les chercheurs. Donc, 27 des répondants nous indiquent qu'ils sont confiants, très positifs concernant l'accès aux données pour les chercheurs. Hein? Donc, on peut en conclure qu'il est plus facile d'accéder aux données nécessaires pour éclairer la prise de décision quand on est au sein du ministère que quand on est un chercheur qui est sollicité par le ministère, mais qui est à l'externe ou un partenaire. Finalement, euh, concernant l'opinion de nos répondants sur l'utilisation des résultats probants, donc on est allé les sonder sur deux éléments de leur opinion. Premièrement, quel type de source ils souhaiteraient voir plus utilisé dans la prise de décision et quels sont les obstacles principaux, selon eux, à l'utilisation des résultats probants dans la prise de décision. Donc, concernant les types de sources, on leur proposait donc différents types de sources, notamment le conseil scientifique, les partenariats avec des chercheurs, les organismes privés, les consultants, les think tanks. Et on leur demandait, bien, parmi ces différents types de sources, est-ce que vous souhaiteriez les voir utilisés plus fréquemment, comme vous le faites actuellement, ou moins fréquemment? Les deux principales types de sources que nos répondants souhaiteraient voir utilisées davantage dans la prise de décision au sein de leur ministère, c'est donc en première position les données organisationnelles. Donc, par exemple, les données issues d'indicateurs de performance, issues peut-être de la veille stratégique, pas de la veille stratégique parce que ça, c'était une autre catégorie, mais plutôt de l'évaluation de programme, de l'audit, donc les données organisationnelles. Et deuxième source de données, deuxième type de source qu'on voudrait voir plus utilisée, c'est donc la veille stratégique et prospective. Donc, encore ici, comme on le disait tout à l'heure, la veille stratégique et prospective semble être un mécanisme dont l'impact est déjà perçu positivement, mais qu'on souhaiterait voir prendre une place plus intéressante encore au sein de nos ministères, selon nos répondants. Finalement, rapidement, avec les obstacles, tout à l'heure, je vous parlais des résultats concernant les perceptions de nos répondants sur les compétences au sein de leur ministère. Donc, il est intéressant de noter que lorsqu'on propose différents obstacles, on se rend compte que le manque de compétences est perçu comme étant l'obstacle le moins marqué. Donc, il arrive bon dernier avec 23 à 10 ou 10 à 23 de nos répondants qui nous indiquent que le manque de compétences serait un obstacle marqué au sein de leur ministère. Pourtant, tout à l'heure, on avait seulement de 40 à 45 si ma mémoire est bonne, les chiffres sont loin, mais des répondants qui nous indiquaient que la compétence, ils étaient positifs et affirmatifs sur le niveau de compétence au sein de leur ministère. Donc, il y a là peut-être une petite dualité à éclairer. L'obstacle le plus marqué, ça serait plutôt le manque de mutualisation entre les ministères, donc un manque de mutualisation au niveau des ressources, des expertises pour utiliser les résultats probants dans la prise de décision.
Donc voilà, ce premier volet, outre les résultats que je vous ai présentés, nous amène aussi, nos répondants nous ont aussi fourni, éclairé sur toutes sortes d'initiatives porteuses au sein de leur ministère. Donc à travers tous ces résultats, ça nous a permis de faire un premier tour de roue pour cibler des initiatives porteuses au sein des 23 ministères de la fonction publique. Et nous avons, avec le comité de pertinence, ciblé des mécanismes, des cas ou des initiatives porteuses pour le volet 2 et ce, sur trois mécanismes. Donc, au début, Stéphane vous mentionnait que dans le volet 1, on étudiait 5 mécanismes. On en garde seulement 3 pour le volet 2. Donc, on a choisi de conserver pour ce deuxième volet, de s'intéresser à la veille et la prospective, la recherche, incluant les actions concertées, et le conseil scientifique. Donc, on a mis de côté l'évaluation de programme et l'audit. Pourquoi? Parce que comme ce sont les mécanismes les plus reconnus et les plus balisés déjà, on en est arrivé au constat ou à l'hypothèse, devrais-je dire, que les gains les plus intéressants, la plus grande possibilité de gains était à faire sur les 3 mécanismes qu'on a conservés, donc la veille, la recherche et le conseil scientifique. Donc, dans le cadre du deuxième volet de notre étude, qui est déjà amorcé, on va s'intéresser à 12 initiatives porteuses. Je le mentionnais, vous les voyez ici projetées à l'écran. Et dans le cadre d'entrevues semi-structurées avec les personnes qui mettent en œuvre ces mécanismes, ces initiatives au sein des ministères et les utilisateurs, les décideurs dont la prise de décision est éclairée par ces mécanismes, on va chercher à mieux comprendre quels sont les processus de mise en œuvre, quels sont les effets et comment le contexte influence les processus et les effets. Donc voilà pour nous. La parole est à vous. Merci, merci beaucoup pour votre présentation. Je demanderais si Rémi Quirion est avec nous. On va en profiter d'avoir un peu son avis sur ces premiers résultats-là. On sait qu'il y a une deuxième phase, évidemment. C'est vraiment on peut appeler ça des résultats intermédiaires dans le fond de notre étude, mais peut-être qu'il a déjà quelques commentaires à nous faire. Oui, merci, merci à vous deux, là, Stéphane, Mélodie. Et bien, hâte de vous entendre aussi, les participants aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, des suggestions. Euh, je dirais que ce qui a été la phase 1, maintenant la phase 2, on, on pensait, et on pense toujours que c'était très important il y a 1 an, il y a 2 ans. Avec Julie, on en a parlé beaucoup. Je dirais que depuis le 20 janvier, c'est encore plus important. Voilà ce qui se passe présentement au gouvernement américain. Puis on n'est pas immunisé contre ça. On ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. Donc, des attaques de la fonction publique, des attaques de la science, des chercheurs, de la culture scientifique, des universités. Donc, je pense que si on veut essayer de se prémunir ou d'être mieux armé pour faire face à ces défis-là, il faut travailler ensemble. Donc, avec vous, les gens dans le gouvernement, avec les chercheurs, comment on peut s'assurer que ça fonctionne mieux, qu'on a des mécanismes qui sont plus fluides, puis qu'on peut vraiment travailler ensemble pour être capable de répondre à des groupes qui pourraient dire, ben, moi, je ne crois pas à ça, tout simplement, et puis ça finit là. Donc, je pense que c'est très, très important de vous entendre, de voir comment on peut travailler davantage ensemble. Ça a déjà été mentionné beaucoup, mais tout ce qui est veille et prospective, donc certainement très important. Et de notre côté, à fond de recherche, probablement l'ENAP, c'est un peu la même chose et probablement pour vous aussi. Les ressources ne sont pas illimitées, loin de là. Donc, comment apprendre un de l'autre? Ça a été souligné, le manque de mutualisation. On est tous très occupés, on a tous nos façons de voir les choses, on a tous nos silos, on a tous
nos objectifs, quand c'est pas hebdomadaire, c'est au moins mensuel. Mais comment on peut peut-être travailler davantage ensemble de ce côté-là, apprendre l'un de l'autre? Et il y a peut-être des modèles, des façons de faire qui pourraient nous aider. Dans un des cas, ce qu'on a essayé de faire au Fonds de recherche du Québec récemment, c'est un programme de scientifiques en résidence dans des ministères. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait essayer euh, de bonifier au cours des années à venir. Donc, je m'arrêterai ici là, pour vous donner le temps de réagir et de répondre. Pas moi, là, c'est les experts qui vont répondre aux questions. Là. Stéphane et Mélodie vont pouvoir répondre à vos questions, vos suggestions. Merci. Oh, Mon pardon, c'est micro. mon micro. Je donnais la parole à Isabelle Boucher. Bonjour, Isabelle Boucher, je suis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci pour la présentation, c'était super intéressant. Je me demandais, il y avait au sein du gouvernement du Québec, il y a quelques années, plusieurs années, un réseau de veille et recherche qui faisait veille prospective principalement. Est-ce que, à votre avis, ça a pu influencer les résultats que vous avez observés, puis faire en sorte là, que c'est quelque chose qui est quand même, qui a de la crédibilité, je dirais, comme mécanisme là, pour influencer la prise de décision? Peux commencer à répondre, puis peut-être que Mélodie, tu compléteras. Justement, moi, j'ai commencé la fameuse phase 2 là, j'ai fait des premiers entretiens semi-dirigés, puis j'ai plein d'exemples sur la veille en lien avec les représentations du Québec à l'étranger et les scientifiques en résidence dans les délégations, notamment dans le contexte de la COVID, où les gens, notamment les conseillers scientifiques, regardaient les politiques sanitaires des différents pays pour informer la décision au sein du gouvernement du Québec. Alors ça, c'est un exemple assez concret de lien direct entre l'importance que peut avoir la veille, notamment tu sais, toute la partie comparative avec les autres juridictions. Là, ça, puis le nouveau programme là, sur des scientifiques en résidence dans les délégations aussi, ça a été vu comme, comment je pourrais l'expliquer, ça élargit la palette d'intervention d'action du gouvernement du Québec à l'étranger. C'est plus seulement la coopération par exemple, dans le domaine culturel et la francophonie, mais maintenant, on s'intéresse à l'intelligence artificielle, à des enjeux beaucoup plus lourds et structurants. Alors, tu sais, ça, c'est deux exemples où la veille, qui est alimentée par le réseau à l'étranger, est vraiment important là, pour les deux mécanismes que j'ai étudiés. Toi, Mélodie, as-tu... Ben, je compléterais, Stéphane, en disant pour avoir moi-même fait partie du réseau stratégique en veille et prospective, pas depuis ses tout débuts, mais depuis les 4 dernières années. Oui, je pense qu'on peut voir que la présence de ce réseau-là, le RSVP pour les intimes, ce réseau-là a vraiment fait boule de neige et permis au mécanisme de veille et prospective de prendre de l'ampleur. C'est un bel exemple justement de mutualisation des expertises dans la fonction publique. Cela étant dit, moi, puis là, je suis dans les oui-dire, mais j'ai souvent entendu que la veille dans la fonction publique, c'est comme un cycle. Ça fonctionne bien pendant 4, 5, 6 ans, puis ensuite, ça s'écrase. Donc, je pense qu'il faut demeurer vigilant. Il ne faut pas prendre pour acquis ces gains-là, notamment faits par le RSVP, puis dans le contexte actuel, continuer les efforts de ce réseau-là pour mutualiser les expertises en veille. OK. Merci. Sur la question de la mutualisation, là, pendant qu'une autre question se prépare, là, je l'ai entendu beaucoup on devrait mieux faire connaître les résultats de notre veille dans d'autres ministères, d'autres partenaires. Ça, c'est quelque chose qui revient constamment. Là, dans le fond, il manque de temps ou de ressources ou d'outils, dans le fond, pour partager ou rendre commun les expériences apprises. Oui, tout à fait. Si je peux rajouter aussi, c'est ces besoins-là, hein, qu'on entend souvent de sortir un peu de la gestion à la petite semaine, aussi d'être capable de se projeter aussi avec la veille un petit peu au-delà de nos mandats. Tu sais, on a des silos disciplinaires, mais aussi peut-être des silos temporels là, qu'on se donne et dans lesquels il faut sortir. Je vois une autre question ici de Comi Viabo qui nous demande quels sont les types d'activités identifiées comme conseils scientifiques dans les ministères, hein? Ça n'a pas été facile de le mettre dans une boîte, hein, cette activité-là.
Peux-tu y aller, Mélodie, ou je... Ouais. En fait, on est parti pour chacun de nos mécanismes. On donnait dans le sondage une petite définition justement parce qu'on avait le souci que les mécanismes soient bien compris ou en tout cas qu'on en ait une Mhm. compréhension commune pour pouvoir interpréter les résultats du sondage. Donc, pour le conseil scientifique, on s'est basé sur la définition du R fixe. Fait que Stéphane, je ne sais pas si tu la connais mieux que moi, certainement, cette Je ne l'ai définition. pas sous les yeux, mais je me Je, rappelle pas de comment on l'a défini explicitement. Est-ce que tu t'en rappelles ou sinon je peux essayer de bricoler, mais l'idée de base, c'est de se baser sur la littérature scientifique connue pour faire une recommandation de politique publique, là, quelque chose comme ça. Mais je... Effectivement, puis je peux peut-être ajouter, on incluait dans les activités ou les structures de conseils scientifiques, donc des postes, soit au sein de certains ministères, des postes affectés au conseil scientifique, peut-être justement des scientifiques en résidence. On incluait aussi des comités, qu'ils soient ad hoc ou plus permanents. On faisait référence aussi à parfois des postes partiels, donc des gens des mécanismes décentralisés de conseils scientifiques. Donc, on ratissait très large en partant effectivement de la prémisse là, de l'utilisation de la recherche ou des connaissances scientifiques pour éclairer la prise de décision. J'ai envie de dire, la question n'est pas innocente, hein, parce que, il y a beaucoup de personnes dans le sondage, hein, qui eux-mêmes indiquaient, je pense que c'était 59% si je me souviens bien, Mélodie et Stéphane, de personnes qui indiquaient ne pas savoir s'il y avait du conseil scientifique ou s'il n'y en avait pas. Donc il y avait un peu de flou autour de ce concept-là qui est quand même assez nouveau, là, on va dire, hein, C'est dans le sens. paysage. Tout à Mm. fait. Olivier Grenier, main levée, on vous écoute. Oui, bonjour, on m'entend? Oui, on vous voit pas, mais on vous entend. Ouais, ma caméra fonctionne pas, donc Voilà. je voudrais me montrer, mais bonjour, je suis chercheur au doctorat en fait, puis je m'intéresse à cette question là, des résultats probants dans le domaine de l'éducation, qui a fait toute une polémique là. Je sais que M. Carrion a eu une lettre à ce sujet-là à un moment donné, donc il sait de quoi on parle. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, évidemment, c'est pas ça le but. Mais je me questionnais, est-ce que vous, peut-être que je saisissais mal en fait l'objectif de l'enquête, mais je me questionnais, est-ce que vous comptez élargir le terrain d'enquête, disons, parce qu'il semble que selon les secteurs d'activité, le ministère est, tu sais, par exemple, en éducation, on souhaite que les résultats probants retombent dans les pratiques sur le terrain beaucoup plus que, je veux dire, on veut que ça soit dans les politiques publiques quand même, mais on sait que du passage des politiques publiques au terrain, il y a toujours un bricolage là, qui se fait, puis qui fait en sorte que ça ne garantit pas que les décisions au ministère vont correspondre à ce qui se passe dans les décisions des professionnels. Vas-y, Mélodie. J'irais en disant oui, en fait, même au départ, dans les sondages, dans le premier volet de l'étude, on parlait vraiment d'utilisation des résultats probants dans la prise de décision. Donc, pas nécessairement dans l'élaboration des politiques publiques. Là, on entendait vraiment prise de décision au sens plus large du terme au sein des ministères. Par ailleurs, c'est sûr que, bon, par exemple, dans le cas du ministère de l'Éducation ou au ministère de la Santé, se pose évidemment toute la question de, ben, au-delà des décisions du ministère, il y a tous les réseaux, tout le réseau qui est soutenu, qui est donc dans le volet 2, si ma mémoire est bonne, je sais qu'on a des initiatives qu'on documente au sein du ministère de l'Éducation, mais je ne crois pas qu'elles soient en lien avec le réseau. Par contre, du côté du ministère de la Santé, on s'intéresse aux liens avec le réseau. Donc, c'est quand même, oui, quelque chose qui nous préoccupe puis qu'on a en tête dans l'interprétation des résultats. Parfait, Merci, merci. merci beaucoup. Claude Martin. Oui, on vous entend pas, votre micro est fermé. On vous voit, par exemple. Pardon, Claude Martin, je suis au MAPAC, puis on travaille avec vous là, Mhm. depuis quelques temps. Donc, France travaille beaucoup avec Julie, notre Parfait. responsable. On a beaucoup, beaucoup d'intérêt sur
l'aspect de la valorisation de la science et des données probantes. Puis, merci pour l'étude. Puis, on va continuer à collaborer. Là. J'ai effectivement, là, on va continuer à vous appuyer dans ça. Euh, notre petit constat à notre niveau, ce qu'on constate, un des éléments importants, c'est l'accès aux données. Mhm. L'accès aux données, qu'ils soient même à l'intérieur de notre organisation. Nous, on est en agriculture, en agroalimentaire, on travaille beaucoup avec le vivant, dans la salubrité, dans les productions agricoles, les changements climatiques. Donc, on a besoin d'une panoplie de données pour faire justement alimenter nos prises de décision. Puis au cours des années, il y a des bases de données qui sont créées, même à l'intérieur de notre ministère. Et c'est comment on valorise tout ça. Puis aujourd'hui, évidemment, avec peut-être l'accès plus facile de création de données. Donc, il y a des données qui nous appartiennent. Puis il y a même des données externalisées. Puis c'est peut-être l'enjeu de ma question. Comment, puis on a fait même des inventaires là, sur les données qu'on a. Puis on a même sollicité notre personnel pour dire quelles données auriez-vous besoin pour faire des meilleures recommandations dans le cadre de votre travail. Puis on a une panoplie là, de potentiels de données qui sont externalisées au ministère. Ma question étant, puis on soutient aussi, j'ai vu un réseau de centres de recherche. Comment dans votre étude, comment on essaie d'avoir justement une caractérisation justement des données qui existent, qui pourraient être valorisées? Je pense justement au réseau, entre autres le réseau universitaire, les réseaux des chercheurs, avec maintenant la facilité des données. On sait qu'il y a beaucoup de données brutes qui sont produites dans le cadre des programmes de recherche chez nous au Fonds Recherche Québec. Euh, Si on veut avancer au niveau de l'accès ou de l'utilisation des données probantes, c'est gros. Je dis toujours, nous, c'est un immense dossier là, qu'on essaie justement à notre niveau de travailler pour valoriser ça. Est-ce que c'est des choses à aller regarder sur la possibilité de dire comment on réussit à faire du moins des petits pas pour dire ces données-là, comment on peut les mettre plus ouvertes? On parle de sciences ouvertes ici. Là. On va peut-être un peu loin, ça déborde peut-être un peu du sujet. Là. On a quand même, nous, une préoccupation. On soutient des centres de recherche, on a des ententes avec eux. Je me dis, c'est sûr qu'on travaille dans ce sens-là. Puis comment on le fait? Puis, puis, ça a été mentionné, des fois, c'est peut-être une question de ressources. Je voyais la colonne ressources au niveau de la valorisation. Là. Va falloir un peu changer, monter un peu cette colonne-là. Donc, dans votre étude, c'est des éléments que vous allez regarder pour se donner, je ne dirais pas un plan de match, mais du moins aligner des orientations qui pourraient peut-être tracer l'avenir pour avoir une meilleure science ouverte au Québec. Cet aspect-là est majeur, l'accès aux données. Et une chose qu'on a peu précisé, c'est qu'on a une partie comparative dans l'étude où on cherche à voir les meilleures pratiques ailleurs. Et on voit que dans certains pays, là, notamment la Suède, les pays scandinaves, il y a plus de données ouvertes, d'accès à l'information. Donc, ça touche à la question aussi de la mutualisation des ressources. Là, il y a beaucoup de silos dans le gouvernement, donc on a difficilement d'accès. Puis ça touche à la question de la collaboration gouvernement-chercheur, comme le Cyrano, les groupes de recherche, les groupes de chercheurs, des chaires de recherche. Euh, il est souvent très difficile pour les chercheurs d'avoir accès à de l'information gouvernementale. Quand même, je dois souligner, moi, ça fait 20 ans que je pratique ça, que les attitudes ont changé. Il y a 20 ans, on se faisait tout le temps dire qu'il faut faire une demande d'accès à l'information, puis ça devenait vraiment complexe. Là, je ne sais pas si c'est parce que j'ai vieilli, puis les gens me font plus confiance. Là, je sens que c'est plus facile à avoir accès à des bases de données de différents ministères, mais quand même, c'est pas toujours si simple. Il y a la question aussi des données brutes qui sont peu traitées. On a la difficulté à vraiment avoir accès à des données compréhensibles et fiables qu'on pourrait utiliser dans des modèles. Donc, ça, moi, ça m'apparaît majeur. Là. Merci de nous sensibiliser encore une fois à ça, parce que je pense que ça doit être présent dans nos questionnaires, puis probablement dans la troisième partie. Là. Comment se fait-il que certaines données qui devraient être très facilement accessibles ne le sont pas tant que ça au sein du gouvernement du Québec. Elles ne sont pas partagées, elles ne sont pas mutualisées. Bref, tout ça là, me semble vraiment capital. Ouais. Peut-être si Stéphane et Claude pourraient ajouter un peu, là, c'est maintenant, ça fait presque 14 ans
que je suis scientifique en chef du Québec. Peut-être pour certains, ça fait trop longtemps, là, mais ça fait longtemps. Et le dossier qui est le plus frustrant pour moi, c'est vraiment l'accès aux données. Hmm. L'accès aux données à l'intérieur d'un même ministère. Donc, entre vous, en différentes équipes dans un ministère, c'est pas toujours simple. Entre ministères, ça se complique un peu Hmm. plus. Et lorsqu'on sort, encore plus, comme Stéphane disait, pour les chercheurs, tout ça, c'est vraiment très, très compliqué, très difficile. Et on a des données, on en a dans certains cas qui sont fabuleuses. Là, on peut penser, par exemple, si on va au niveau des gouvernements de proximité dans les villes, il y a plein Oui. de données aussi qui pourraient être très utiles. Et là, encore une fois, des partages pour apprendre des données de tous et chacun. Il y a endroits dans le monde qui font beaucoup mieux que nous au Québec. Donc, on peut apprendre d'eux aussi. Là, un tout petit pays, l'Estonie, fait vraiment des choses fabuleuses Hmm. de ce côté-là. Nous, on est très, très loin de ça. Dans certains secteurs en particulier, on peut penser à la santé et les services sociaux. C'est vraiment très, très compliqué. Fait que je pense qu'on a des bonnes bases de données. Maintenant, même des données brutes peuvent être nettoyées de différentes façons. Ce n'est pas parfait, mais avec des technologies d'intelligence artificielle, on peut vraiment améliorer ça. Et ce qu'on Hmm. vient de voir encore une fois, là, je reviens à nos amis du Sud, aux États-Unis, de faire disparaître des données. C'est très Ah oui, facile. C'est très incroyable. facile. Fait qu'il pourrait là, très rapidement, si quelqu'un décidait ça, là, tu enlèves tout ça et là, tu as des années de travail, d'études longitudinales que tu perds. Fait que si on peut trouver, si vous avez des suggestions, moi, je n'ai pas de réponse facile à tout ça, mais c'est un défi énorme. Hmm. euh, pas seulement pour nous au Québec, mais certainement ici au Québec, là. Puis ça pourrait vous aider aussi, dans plusieurs d'entre vous, certainement dans votre prise de décision, ça pourrait vous aider, là. Fait que si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Merci. Stéphane, tu voulais rajouter quelque chose à ce sujet-là? Ben, tu sais, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la Suède, Danemark, Finlande dans le passé. Puis il y a une règle en Suède qui est si ce sont des données publiques, le gouvernement ne peut pas empêcher l'accès. Dans le fond, l'accès est facile même pour les chercheurs étrangers. C'est deux courriels en Suède, on peut avoir accès à beaucoup d'informations qui seraient chez nous vues comme étant du domaine privé ou protégé par notamment pour assurer la confidentialité des sources. Mais il faut savoir qu'en Suède, les rapports d'impôts sont publics. Alors, vous voyez à quel point la transparence va beaucoup plus loin. Il y a un choc de culture entre les deux. Mais quelque chose comme ça de pourrait s'envisager, là, je peux toujours rêver, là, mais puis en Suède, comme c'est public, les administrations publiques font attention pour que les chiffres soient compréhensibles facilement, même par quelqu'un qui n'est pas un expert. Donc ça aide beaucoup pour la recherche, la qualité des travaux des universitaires, par exemple. Très, très bon point, effectivement. Je pense que c'est un dossier sur lequel on a beaucoup travaillé au FRQ depuis le tout début. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je ne sais pas, notamment sur la mutualisation, sur la prochaine phase. Est-ce qu'on... Oui, Hélène Bergeron ici. Alors, on vous entend pas, on vous voit pas. Il faudrait activer au moins un des deux boutons. Je vous vois pas. Votre micro est désactivé. Ah, elle essaye. OK. On va vous attendre. Euh, En attendant, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, la partie sur le fait que les besoins en connaissances ou en résultats probants sont explicites, soi-disant, on dit qu'ils sont explicites, mais ils ne sont pas forcément explicités. Alors, rapidement, on tend à se dire, bah, c'est un problème, hein, s'ils ne sont pas explicités, mais est-ce que ça en est vraiment un? Enfin, je me pose beaucoup la question aussi, est-ce qu'on a vraiment besoin de les expliciter pour les couvrir, ces besoins-là? Ou est-ce que ça fonctionne aussi bien comme ça, sans qu'il soit forcément explicite? Enfin voilà, je me posais la question. Bonne question. Qu'est-ce que t'en penses, Mélodie? Ben, en fait, c'est une excellente question. Je pense que certainement quand les besoins sont explicites, puis pas nécessairement dans les documents structurants du ministère, là, on a poussé l'audace une coche plus loin.
mais il faut certainement que les besoins soient clairs et explicites au sein de l'équipe qui travaille à répondre aux besoins du décideur, hein. On sait que pour qu'un résultat probant soit utilisé par un décideur, il faut d'abord et avant tout qu'il en ait besoin de ce résultat-là. Si on pousse un résultat qui n'intéresse pas le décideur, qui n'est pas en phase avec son besoin et son timing décisionnel, très peu de chances que notre résultat probant soit utilisé. Mais par ailleurs, j'ai envie de dire que l'audace de poser la question sur est-ce que les besoins sont explicites dans les documents structurants du ministère, c'était davantage aussi de l'ordre de quand quelque chose se trouve à la planification stratégique d'un ministère ou quand ça se trouve dans les grands documents orientants, ben, ça envoie le message que ça fait partie des priorités de l'organisation. Et donc, ce qui généralement fait partie des priorités de l'organisation bénéficie de ressources et de moyens cohérents. Donc, c'était aussi un peu là le sous-texte de notre question qu'il faudra creuser dans le deuxième volet pour voir, parce qu'effectivement, selon l'angle d'analyse de cette question, on a des résultats un peu différents ou des hypothèses un peu différentes pour la suite des choses. Non, très bien, ça me donne. Et, je vois que l'enjeu de micro n'est pas réglé pour Mme Oh non, Bergeron, mais non, vraiment pas. Mais vous pouvez aussi écrire votre commentaire, votre question oui, dans le peut-être la partage. question. Peut-être que ça peut se faire aussi de mon côté, parce que là, moi, j'ai fait le tour un peu de mes questions. Euh, Donc, pour S'il y a répondre d'autres à ce que tu commentaires. viens de dire, Oui, tu sais, on dit souvent quand on enseigne à l'ENAP, aux futurs administrateurs publics, on dit une des choses qui est fondamentale pour l'administration publique, c'est de prévoir ce qui pourrait arriver, de toujours être prêt, donc d'anticiper les risques. Donc, même si on n'a pas toujours des mandats clairs, il faut aussi aller à l'avant des choses, là. Donc, voilà. tout à fait. Ben écoutez, merci beaucoup. Le temps avance. Alors, Madame Bergeron, je m'en arrivera pas sûr qu'on va arriver à avoir votre question ou votre commentaire. S'il y a d'autres Je vous questions ou l'écrirai. commentaires, c'est le temps de le faire. Et sinon, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à ouais, ça, il y a des personnes qui quittent. On va pouvoir faire mettre fin à cette discussion-là. Alors, on vous donne rendez-vous quelque part à l'automne pour les résultats de la phase 2 de cette étude-là, où on va vraiment aller beaucoup plus. On va mettre les deux mains là dans les mécanismes. Je vous encourage aussi, encore une fois, à vous abonner aux activités du Forum Sciences et Politiques du Québec, hein. Les prochaines conférences sont prévues plus pour les fonctionnaires, par ailleurs. Les prochaines sont sur la désinformation. Alors, on vous donne rendez-vous à ce moment-là.